Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle est probablement l'une des attractions de ce collège des 12 ministres conseillers nommés par le chef de l'État le 11 décembre 2024. Son nom, c'est Mariam Diaouga Saka, ministre conseiller aux Affaires sociales et au travail. Elle est bien évidemment de l'Union progressiste Le Renouveau et nous vient de Niki. Il faut dire que Mme Diaouga est la suppléante de la députée Gimba Tony Nire Fatouma. Voilà donc en propos liminaire ce qu'on peut dire d'elle, en attendant bien évidemment qu'elle nous donne beaucoup plus d'informations sur d'où elle vient et justement quelle est sa mission. Alors, Madame le ministre conseiller Mariam Diaouga Saka, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans votre jardin ici à la maison. Merci. Alors, dites-nous, Madame Mariam Diaouga Saka, on ne vous connaissait pas trop. Vous faites, comme je l'ai dit, partie des attractions de ce collège des 12 ministres conseillers. D'où venez-vous concrètement? Cher ami, je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation qui donne l'occasion d'opiner sur l'actualité politique de notre pays, notamment sur le discours du chef de l'État devant l'Assemblée. Mais avant, je tiens à vous féliciter pour votre contribution à l'animation médiatique et informationnelle de notre pays. Merci beaucoup. Assurez-vous, vous faites un bon travail. Merci beaucoup. Et bien, vous, évidemment, bon, ceci dit, vous voulez savoir d'où vous venez, d'où je viens. Parce que ce n'est pas un visage qu'on connaît sur la scène politique. Il y a une attraction parmi les 12 conseillers nommés. C'est ça. Les Béninois ont envie de savoir d'où vous venez. Bon, je suis au Bénin, donc je suis béninoise. Je suis promotrice de l'agence Mamou Voyage, qui est une agence qui travaille depuis une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, à contribuer à la valorisation de l'offre touristique de notre pays. D'accord. Je suis par ailleurs actrice politique, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et au total, je suis une citoyenne engagée et déterminée pour le développement de notre pays. Mais on voit que vous avez beaucoup fait d'œuvres sociales parce que j'ai lu un peu sur vous. Ouais. Vous faites beaucoup d'œuvres sociales. C'est pour ça que vous êtes conseiller, ministre conseiller aux Affaires sociales du président de la République? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais c'est vrai que je suis dans le social depuis 2014. Ouais. Et je fais toujours parler mon cœur. Bon, ça, c'est ma personnalité. D'accord. Mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie votre nomination? Cher ami, la nomination d'un citoyen par le chef de l'État reste dans sa discrétion, exclusivement dans la discrétion du président de la République. Donc, je n'ai pas encore le pouvoir de déceler cette discrétion. Il ne vous a pas dit pourquoi il vous a Non, je n'ai pas le pouvoir de déceler cette discrétion, donc je ne saurais pas vous répondre avec précision. Le président ne vous a pas dit pourquoi? Non, non, ça reste sa discrétion. Il vous a quand même confié des missions. Bien Quelles sont sûr. les missions qu'il vous a confiées? Voilà, aux affaires, je suis ministre conseiller aux affaires sociales et du travail. Oui. Voilà. Oui, d'accord, mais Mme Diaouga, vous avez un cahier de charge. Qu'est-ce que, bien sûr. En tant que ministre conseiller aux Affaires sociales et du travail du président de la République, puisque vous l'avez rencontré d'ailleurs, il a parlé avec vous. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Ce qu'il nous demande de faire, c'est, comme vous le savez, au niveau des affaires sociales, de l'inclusion sociale, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'emploi des jeunes. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de chantiers qui sont ouverts à ce niveau-là, qu'il faut partager et vulgariser au sein de la population. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et la population n'est pas informée. Donc notre rôle, c'est de pouvoir partager et vulgariser ça. Donc vous irez sur le terrain. Exactement. Nous irons sur le terrain abondamment pour dire ce qui est fait et ce qui reste à faire, voilà. Faire des fiches au président pour lui dire, voilà, ce qu'il y a à faire et tout ça. Et voilà, c'est ça. Vous savez que sur le plan social, ça fait partie justement des reproches qu'on fait au régime du président Patrice Talon, comme quoi, sur le plan social, la gouvernance serait un échec. Comment est-ce que vous pensez corriger cette perception des Béninois?
Vous parlez d'échec, moi je dirais non. C'est peut-être une manière pour certains d'exiger davantage d'efforts et d'ardeur pour ces chantiers-là à fort impact social. Sinon, sur le volet social, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a été ce gouvernement-là qui a fait plus le social. Bien sûr. Oui, bien sûr. J'en veux pour preuve quand, par exemple, nous prenons les filets sociaux. Oui. Je parlerai de la microfinance. La microfinance qui par le passé, était... Les femmes n'arrivaient pas à rembourser. Quand elles prennent les sous, elles n'arrivaient pas parce qu'il y avait tellement d'intermédiaires et le taux était élevé. Avec l'avènement de la rupture depuis 2016, la microfinance a connu une autre façon d'opérer qui aujourd'hui permettent à ces femmes-là de rembourser. Donc elles remboursent. Elles remboursent à un taux élevé. Elles remboursent, le taux de remboursement aujourd'hui est élevé. Okay. Alors ces femmes, les sous sont passés de 50 000 aujourd'hui à 100 000 francs. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est aujourd'hui avec la digitalisation qui a permis bien sûr l'accès facile de ces femmes-là à avoir ce financement et qui leur permettent aujourd'hui d'avoir de vaquer à leurs activités génératrices de revenus et qui permet aujourd'hui à ces femmes d'être autonomes. Et le résultat de cela, c'est que il y a la paix, la stabilité dans les foyers. Parce que quand une femme est autonome, vous voyez... En fait, vous limitez les actions sociales au microfinance? Non, ça c'est un aspect. Oui. Alors je reviens par exemple sur l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, les entreprises au niveau de Glodibé, la zone économique. L'emploi des jeunes n'est plus exporté. Et il y a plus de 10 000 emplois directs qui sont créés. Et c'est les Béninois qui travaillent là-bas. Ça, c'est le hautement social. Je prends l'Agence nationale de la protection sociale, qui a un ancrage institutionnel et les activités qu'elle mène aujourd'hui permettent de dire qu'il y a le hautement social. Les populations extrêmement pauvres ont aujourd'hui des cartes d'accès dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé. Vous voulez parler de l'assurance le projet H Assurance. Oui, bien sûr. Qui est une chose effective, ce n'est pas la parole politicienne. Vous pouvez faire les enquêtes pour voir que ces femmes-là sont prises en compte. Les femmes qui sont recensées extrêmement pauvres, les populations qui sont recensées, parce qu'il y a un fichier, c'est vrai que le fichier est dynamique, parce que personne ne souhaite rester dans la pauvreté tout le temps. Donc, ces femmes-là aujourd'hui, ou ces hommes-là, ont accès à des soins gratuitement dans nos centres de santé. Il y a les moins pauvres qui sont pris en charge à hauteur de 50%. Voilà. D'accord. Voilà quelques exemples que vous avez donnés. Exemples, oui. Mais nous savons qu'en tant que ministre conseiller, votre rôle est sur le terrain. Oui. Mais Mme Diaouga, vous venez du Septentrion, vous venez notamment de Niki. Ce terrain-là n'est pas favorable vraiment à la mouvance présidentielle, on peut le dire. Il y a une forte activité des opposants. Comment est-ce que vous pensez relever les défis qui se présentent à vous dans cette région du Bénin? Ah bon, vous pensez qu'il y a de l'adversité oui, sur le terrain, notamment dans le Septentrion, il y a des forces politiques de l'opposition qui gagnent du terrain. Et d'ailleurs, quand on discute un peu avec les gens de la mouvance, on se rend compte que c'est difficile pour eux sur le terrain. Non, moi je pense le contraire. Hein. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, je pense le contraire. Et je vais vous donner des statistiques, peut-être qui peuvent vous rassurer ou vous convaincre. Allez-y. Les départements du Nord et jusqu'à hauteur des collines, les partis de la mouvance présidentielle ont 27 maires dans les 33 communes.
soit 82%. Les partis, toujours la mouvance présidentielle, on a 27 députés contre 15, donc soit 64%. Oui. Est-ce que ces statistiques-là, vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a aucune diversité? Et s'il devait y en avoir, ça veut dire que c'est à notre portée, hein? C'est à la portée de la mouvance. Parce que je pense, oui. D'accord, vous avancez des chiffres. Bon, c'est vrai que nous parlons un peu de la perception. Certains peuvent vous répondre qu'on sait comment ces députés ont été élus, comment ces maires ont été désignés. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. C'est pour ça qu'on donne le sentiment. Non, il n'y a aucune réaction. Oui. Les élections passées, l'opposition et la mouvance, l'opposition a participé aux élections. Ce n'était pas gagné d'avance. Ça a été très dur, puisque j'ai été candidate aux élections législatives. Je suis suppléante de Mme Tony Niré Fatouma. Donc je sais comment sur le terrain, ça n'a pas été facile avec les amis d'en face, comme on le dit. Oui. Donc ce n'est pas... non, je ne suis pas d'accord. Donc vous pensez que ça va être très facile pour vous d'accomplir la mission que le chef de l'État vous a confiée sur le terrain? Bien sûr, puisqu'il y a eu des actions concrètes. Oui. Un Béninois lambda sait aujourd'hui qu'il y a eu des actions concrètes. Mais on ne peut pas applaudir toutes les actions, parce qu'il faut que les autres puissent justifier leur combat politique à leurs gens. Quand vous parlez des autres, vous parlez de qui? Bon, je ne sais pas, c'est vous qui avez dit. Moi, je vous pose des questions, je discute avec vous, mais donc vous parlez. Allez-y, Madame Daouda. Ceux que vous pensez qui disent que le président a échoué, en tout cas ceux qui critiquent là. Oui. Voilà. D'accord. Nous allons maintenant parler du discours à la nation du chef de l'État. C'est d'ailleurs le sujet. Tout ce que nous avons dit jusque-là, c'était pour planter le décor. Vous étiez témoin oculaire de ce discours à la nation du chef de l'État. Certains lisent une trop grande autosatisfaction du président de la République qui dit clairement qu'il y a eu réussite dans tous les domaines, sauf le domaine du terrorisme. Madame Diaouga, vous partagez cette position du président de la République? Vous pouvez répéter la question? Je disais que, oui justement, je disais que vous étiez témoin oculaire de ce discours-là, et certains Béninois pensent qu'il y a eu trop d'autosatisfaction dans le discours. Le président était satisfait de tout, sauf sur le terrain du terrorisme. Je demandais si vous partagez vraiment cette posture présidentielle. Vous savez, les commentaires que la sortie ou le discours du chef de l'État a pu susciter, et moi je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et qui connaît le président de la République, il sait que quand il parle, il ne parle pas pour plaire, ou il ne parle pas en l'air, il parle avec fermeté, parce que il est convaincu d'une chose. Vous et moi, nous sommes convaincus d'une chose, que le président de la République, le président Patrice Talon, a hissé le Bénin. Oh, on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Hissé haut, c'est-à-dire? Oui, aujourd'hui, la fierté est de plus en plus partagée dans la population. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez écouté les populations? Beaucoup. La fierté, c'est à quel niveau? La fierté, c'est à plusieurs niveaux. Je viens de parler des filets sociaux. Oui, bien sûr. C'est une fierté. L'industrialisation du pays, vouloir industrialiser, créer des usines, c'est une fierté. Aujourd'hui, on a les belles routes. Cotonou est propre. Moi, j'ai une amie qui est venue du Maroc la dernière fois, qui me dit, mais attends, dans 10 ans encore, le Bénin risque de devenir comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud. Mais c'est une fierté aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Alors, ce discours, je pense que quand tu poses une action, ou bien tu fais quelque chose de bien, si toi-même tu ne le dis pas, les gens diront que tu n'as rien fait. Donc moi je ne vois pas... Donc c'est pour ça que vous pensez que le chef de l'État était dans ses droits d'être totalement satisfait de tout ce qui a été fait. Bien sûr. Mais certains pensent que, vous parlez justement du plan social, Mme Diaouga, certains pensent, à tort ou à raison, je ne saurais le dire, qu'aujourd'hui il y a
plus de classe intermédiaire au Bénin en termes donc de tissu social. Il y a deux classes, il y a les riches et les pauvres, ou bien il y a les très riches et les très pauvres, mais la classe intermédiaire, qui devrait être normalement le tissu, le ciment de la société, n'existe plus. Moi, je pense le contraire. Aujourd'hui, les gens se retrouvent. C'est-à-dire quand tu fais ton travail bien, honnêtement, tu gagnes de l'argent. Tu te retrouves dans le système. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont cette perception-là. Comme je vous l'ai dit, c'est normal. On ne peut pas applaudir indéfiniment un régime. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui critiquent parce qu'ils veulent exiger davantage, plus d'efforts et d'endurance dans les chantiers, voilà. D'accord. Le président reconnaît avoir échoué sur le domaine du terrorisme. Vous êtes bien placé pour le savoir par rapport justement à votre position géographique. En tant que ministre conseiller, quel discours pouvez-vous tenir sur le terrain pour que les populations soient de mieux en mieux rassurées sur le péril terroriste béninois? Vous savez, le président, vous l'avez dit, il a reconnu que au niveau du terrorisme, il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Oui. C'est la preuve que c'est un président honnête. C'est un président qui ne parle pas pour plaire, je l'avais dit, et ou bien qui dit des choses parce qu'ils veulent séduire la population. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Alors, la question du terrorisme, c'est vrai que ce n'est pas le Bénin seul qui est aujourd'hui la cible des terroristes. Oui. Nous avons les pays dans la sous-région. Mais le Bénin arrive quand même à s'en sortir, arrive à mettre tout ce qu'ils ont comme moyens techniques avec nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain, qui veillent en permanence. Oui. Quand on voit ces attaques-là, à 75% ou à 80%, je vais dire, nos forces de l'ordre arrivent quand même à neutraliser. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Mais on dit, tant qu'il reste à faire, oui, rien n'est fait. Et j'ai été très contente d'entendre ça du chef de l'État qui reconnaît qu'il y a encore d'efforts à faire sur la sécurité avec le terrorisme. Et malgré ça, le Bénin avance. Le Bénin avance vers le développement comparé aux autres pays. D'accord. Voilà. Alors, toujours sur le discours à la nation du chef de l'État que les Béninois ont suivi abondamment, il y a plusieurs commentaires sur cette prestation. Le président, d'un ton ferme, a rejeté notamment tout compromis politique et il a chanté également le requiem des incompétents, des mal intentionnés. Est-ce que vous savez à qui le président s'adressait concrètement? Oui, moi je dirais que le président s'adressait à des gens qui sont dans la réforme avec un agenda politique où ils sont prisonniers du passé. Qui sont ces gens-là? Je viens de le dire. Non, dites-nous clairement. Là, des gens qui sont dans des réformes avec un agenda politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui les maintient prisonniers du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'agenda politique dont vous parlez? Qui sont ces gens-là, Madame Diarouga? Dites-moi les choses. Monsieur, cher ami. Oui, bien sûr. Cher ami, donc là, non. Vous ne voulez pas dire? Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire. Non, je répète. Oui. Je viens de dire, c'est des gens qui sont dans les réformes avec un agenda politique qui les maintient dans le passé. Vous voulez parler des démocrates? Moi, je ne vais pas indexer un parti politique, non. Oui, mais quand vous parlez d'agenda... Je parle des gens, puisque vous avez dit à qui s'adresse. Vous ne m'avez pas dit à quel parti le chef de l'État s'adresse. Vous avez dit gens qui sont dans des partis. Les gens, non. Il y a certains qui ont même pensé que le président s'adressait aussi à ceux qui ont tenté de le renverser récemment
Vous avez entendu parler de cette affaire de tentative à la sûreté de l'État. Est-ce que c'est à eux aussi que le président s'adressait? Non, moi je ne veux pas me prononcer sur ça parce qu'il y a eu déjà beaucoup de voix. Vous ne voulez pas vous prononcer sur ça? Non, non, il y a eu déjà beaucoup de voix qui... C'est ennuyeux. Je ne veux pas ennuyer. D'accord. Alors, je vais insister, Mme Diarouga, parce qu'il est quand même important de le faire. Oui. Le président parlait aussi de gens qui voulaient nous ramener dans le passé. Passé honteux. Voilà, le passé honteux. Ben, beaucoup de réactions un peu partout pour dire que le passé honteux dont il s'agit ne s'est pas fait sans le président de la République et tous ceux qui l'entourent aujourd'hui, Mme Diarouga, et tous ceux qui applaudissaient le jour-là faisaient partie de ce passé. Alors, est-ce que, en le disant, ce n'est pas une autoflagellation que le président fait, même dans son propre camp? Et, cher ami, le chef de l'État a parlé de notre passé honteux. Ça veut dire qu'il ne s'est pas soustraire. Et je me rappelle qu'il avait dit à une de ses sorties qu'il a bénéficié de cette pagaille, de tout ce qui se faisait, qui n'honorait pas notre pays. Et aujourd'hui, quand il parle de notre passé, de notre passé honteux, c'est que il s'y retrouve. Il ne s'est pas mis hors. Et donc, il n'a pas dit leur passé honteux. Il a dit notre passé honteux. Donc, ce qu'il peut faire pour améliorer ce passé honteux, c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, est-ce que devant les guichets de la SBE ou de la SONEB, est-ce qu'il y a la longue file de votre téléphone, de mon téléphone? Aujourd'hui, je peux payer ma facture d'électricité. Vous voulez parler de la dématérialisation? De la dématérialisation de l'administration, voilà. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce n'est pas une avancée? Donc, il y en a tellement comme ça, des actions concrètes qui, aujourd'hui, comme je l'avais dit, ont hissé le Bénin et qui, la fierté est de plus en plus partagée. Voilà. D'accord. Vous étiez dans la salle, je veux dire, à l'hémicycle, lors du discours à la nation du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Madame Diarouga? Ce qui m'a marqué, c'est l'honnêteté de l'homme. C'est la fermeté, c'est sa fermeté. Et c'est son amour profond pour le Bénin. Comment vous lisez tout ça? Comment vous lisez son amour pour le Bénin? Son amour pour le Bénin, vous savez, quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un ment, quand il parle, tu peux savoir. Comment ça? Partagez ça avec nous? Non, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Donc si je vous mens, vous savez? Quand il parle, on sent la fierté. On sent un homme qui a une grande vision, qui a l'ambition pour le Bénin. Donc, c'est une chance pour le Bénin. Et c'est ça qui vous a vraiment marqué? Bien sûr, oui. Alors, mais la fermeté du ton du discours amène les opposants, encore une fois, à penser que le président a tenu un discours va-t-en-guerre, un discours qui montre qu'il n'y aura pas d'assises nationales, un discours qui montre que le président n'a pas envie de discuter avec quelque classe politique que ce soit, il a envie d'avancer. Est-ce que c'est vrai lorsqu'on lit, puisque vous savez quand on ment, vous l'avez dit vous-même, est-ce que c'est vrai que cette lecture de l'opposition peut être suivie vraiment? L'homme le plus pacifique, c'est le président Talon. Ah bon? Oui. L'homme le plus pacifique, oui, c'est le président Talon. Quels sont les éléments qui vous amènent à dire ça, Madame Diarouga? Il y a les élections législatives passées. Oui. L'opposition a participé parce que l'opposition a rempli les conditions. C'est ça On ne peut pas rester indéfiniment dans... comme je l'ai dit, comme il a dit dans le passé, dans ne pas vouloir avancer. Donc ce que le président est en train de dire ou est en train de faire, c'est pour que le Bénin puisse avancer et aller loin. Donc, mais s'il est aussi pacifique que vous le dites. Il est pacifique. S'il l'est, pourquoi ne pas s'asseoir avec toute la classe politique pour discuter de l'avenir du pays? Il n'a jamais refusé ça.
Ben, il a dit clairement qu'il n'y aura pas de compromis. Non, le compromis, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une manière, ou bien c'est une autre perception peut-être que vous avez. Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on s'asseye Non, c'est peut-être une autre perception peut-être du mot compromis que vous avez. Quand il parle de compromis, il n'aura pas de compromis politique. Oui. Vous ne savez pas le passé, comment ça se passait. Comment ça se passait. Et qui nous a conduit à ce qu'on a connu. Aujourd'hui, quand on prend la réforme du système partisan, qui a mis les partis au cœur, c'est les partis qui sont au cœur de la gouvernance, c'est les partis qui sont au-dessus des hommes, alors que par le passé, c'était l'homme fort, c'est-à-dire un individu qui est fort, c'est lui qui imposait ses règles au gouvernement. Et le gouvernement était obligé de se plier à des individus. Aujourd'hui, c'est les institutions qui sont fortes. Donc, quand il parle de compromis, moi, en tout cas, ma lecture, c'est dans ce sens. Ce n'est pas de ne pas accepter une assise. Non. D'accord. Alors, Madame Diaoga, vous êtes ministre conseiller aux affaires sociales et du travail du président de la République. Sur le plan du travail, qu'est-ce que vous voulez conseiller au président de la République? Est-ce que vous observez un peu le chômage endémique, ces jeunes qui quittent le pays, qui vont mourir en haute mer? Il y en a encore eu récemment qui ont quitté le pays et tout ça. Sur ce plan, qu'est-ce que vous conseilleriez au président de la République? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de plus de 10 000 emplois qui ont été créés, des emplois directs. Et c'est des Béninois, c'est des jeunes Béninois, jeunes hommes et jeunes femmes qui travaillent dans ces entreprises. Et les recrutements à la fonction publique, notamment au ministère de la Santé, au ministère de la police, de la sécurité, donc à la police républicaine. Et avec le projet H, formation, qui aujourd'hui a pris en compte nos artisans. C'est des Béninois, c'est des jeunes et femmes Béninois qui ont reçu une formation et un renforcement de capacité par ce projet H formation. Et c'est plus de 30 000 artisans qui ont bénéficié de cela. Tout secteur confondu. Et ces jeunes aujourd'hui, si on prend par exemple les peintres, les menuisiers, nos artisans, les gens qui font les trucs de perlage, tout ça aujourd'hui, c'est de l'emploi créé. Parce que quand vous avez vu les foires qu'on organise, le consommant béninois, le consommant local, là, c'est parce qu'ils ont reçu une formation. Parce qu'avant, par le passé, il y a des menuisiers qui ne savent même pas prendre les mesures. Aujourd'hui, tout ça, là, ça a été corrigé. Et on a modernisé l'artisanat. Même les femmes Peuls, pour faire le fromage, ont bénéficié de la formation du projet H. Et aujourd'hui, il y a une manière de faire le fromage plus rapide, plus fine, et ça leur permet de gagner en temps et de faire plus de marge que par le passé. Donc tout ça, je pense que c'est des efforts louables qu'il faut saluer. D'accord. Pour une fois, et ça c'est rare, le président de la République, après son discours sur l'état de la nation, n'a pas salué les députés comme il le fait souvent. Il est rentré dans son véhicule et il est parti. Est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que le président a laissé transparaître ses émotions plutôt que de faire l'état de la nation? Bon, c'est vrai que je n'étais pas allée. Hein. J'étais pas allée. Le collège parce qu'il y a un problème de place, un problème logistique. Donc, le collège a désigné 3 personnes. Dans le collège des ministres conseillers, il y a 3 personnes qui sont allées. Moi, je n'étais pas allée. Donc, mais les images que moi j'ai vues, j'ai vu le président saluer. En tout cas, le bureau
de l'Assemblée. Or, souvent, après le discours, tous les députés défilaient et puis les saluaient. Peut-être que c'est l'agenda. Peut-être que l'agenda du président était chargé et il avait d'autres impératifs. Non, c'est pas ça. Oui. Peut-être que son agenda était très chargé et qu'il avait une impérative. D'accord. Voilà. Nous allons parler politique, si vous le voulez bien. 2025, c'est déjà là. Ouais. Les élections générales, c'est en 2026. Les législatives, les municipales et la présidentielle. Comment votre parti, l'Union progressiste de renouveau, entrevoit les échéances de 2026? Vous savez, le parti, l'Union progressiste, c'est le plus grand parti du Bénin. C'est le parti le plus structuré. C'est ce que vous dites souvent. Non, c'est vrai. C'est le parti le plus structuré. Aujourd'hui, nous avons mis en place des structures de base dans les villages, les arrondissements. Et donc, nous attelons dans la discipline, parce que c'est ça aussi. Il faut être discipliné quand on est dans un parti. Et donc, les orientations du parti, nous attendons les prochaines orientations. C'est vrai, la dernière fois, l'Union progressiste a reçu le ministre conseiller de l'Union progressiste. Et il y a eu des orientations qui nous ont été des orientations politiques. Lesquelles? Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Non, bon, c'est ce que j'avais dit là, c'est-à-dire... Oui, bien sûr, mais on est à un an des élections. Ça fait partie de nos cahiers de charge. Bon, je ne vais pas tout dévoiler ici. Oui, d'accord, mais parlez-nous-en un peu, parce que justement, les gens s'inquiètent. On est à un an des échéances. Les partis n'arrivent pas encore à désigner leurs représentants, leurs candidats. C'est une situation qui n'est pas habituelle dans notre pays. Déjà à l'avance, on sait. Et donc, si vous avez des orientations de votre parti, c'est dans quel sens? Est-ce que déjà... Non, c'est de mobiliser la troupe. Pour? Oui, c'est de mobiliser la troupe. L'essentiel, ce n'est pas l'individu la personne qui est désignée. Le problème, non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la mobilisation. Oui, mais on se mobilise pour qui? Non, on se mobilise pour le parti. Le militantisme, là, c'est quoi? Oui, d'accord. C'est ça, le militantisme. Ce n'est pas l'individu. Cher ami Abalo, ce n'est pas, non, c'est le militantisme. Donc, à l'Union progressiste, non, on s'active. On est en train de mobiliser la troupe. Je vous ai parlé des structures de base qui ont été installées partout. Mais la troupe ne vous demande pas qui nous voulons suivre? C'est pas ça l'essentiel pour le moment. Comment c'est possible? Non. Donc les gens se mobilisent sans savoir je vous ai dit, c'est le militantisme, c'est le parti. C'est pas l'individu. C'est pas la personne qui va être désignée. Ça fait partie des règles du système, de la réforme du système partisan. Même pour les élections législatives, c'est pareil? Bien sûr. Municipales, c'est pareil? C'est pas ça le plus important. C'est de travailler à la base pour que les gens soient en rang serré. Pour faire face aux élections à venir. C'est tout. Et vous n'avez pas peur de l'adversité? Non. Vous n'avez pas peur des partis d'en face qui disent clairement que cette fois-ci, vous allez perdre? Non, moi je ne pense pas. En tout cas, moi je n'ai pas peur. Et le parti, l'Union progressiste est tellement préparé. Et nous, les soldats, nous sommes également préparés, formés pour. Voilà, pour aller à l'encontre. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'alternance en 2026? L'alternance en 2026? Je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question. Vous voulez dire que le système va poursuivre? Bon, la dynamique doit continuer, puisque c'est une très bonne dynamique. Je viens de citer les filets sociaux, je viens de citer le Bénin qui a été hissé. Vous ne voulez pas que ça continue que le Bénin continue sa marche vers le développement, que le Bénin aille vite et loin. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite, c'est ce que tous les Béninois souhaitent. Alors, Madame Diaouga, vous avez parlé du filet social, c'est vrai, mais on ne vous a pas entendu parler justement des personnes en situation de handicap. Nous savons que le régime actuel fait de ces personnes-là une priorité. Votre rôle également est de valoriser les personnes en situation de handicap, n'est-ce pas? Cher ami, le gouvernement de la rupture a mis un cadre légal pour protéger
les personnes en situation d'handicap. Et vous pouvez même vérifier le dernier concours de la fonction publique. Il y a 5% qui a été alloué à ces personnes en situation d'handicap et les 5% ont été respectés. Et toujours dans le projet H, les personnes en situation d'handicap ont été prises en compte. Parmi eux, ceux qui sont des artisans, le gouvernement a mis un fonds et qui leur a permis de s'installer. Aujourd'hui, il y a même des documentaires que les gens qu'on diffuse partout où on a des personnes en situation de handicap qui fabriquent des choses incroyables. Donc aujourd'hui, ils sont pris en compte. Par le passé, ils étaient stigmatisés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous êtes sûr qu'ils ne sont plus stigmatisés? Non, ils ne sont plus stigmatisés. Ils sont pris en compte. Et c'est une première dans la sous-région. Oui, c'est une première dans la sous-région. D'accord, donc vous comptez conseiller au président de la République de faire davantage pour ces personnes en situation de handicap? Bien sûr. Comme il y a des défis toujours à relever dans ce volet social, il y a toujours des défis à relever, mais ce qui est déjà bien fait, il faut reconnaître et apprécier. Les femmes vous attendent, Madame Diaouga, parce que vous êtes femme. Elles ont le sentiment qu'une femme a été promue, donc qu'elle devrait pouvoir tenir compte de leurs aspirations aussi. Pour toutes ces femmes qui vous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous promettez comme action? Déjà, ma formation politique, mon parti politique a beaucoup œuvré et continue toujours d'œuvrer à faire la promotion de la femme. Comme vous voyez, les ministres conseillers, il y a 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes, donc à pas égal. Et ça, c'est à saluer. Les femmes qui me regardent et qui attendent les actions sociales, je voudrais leur dire que le microcrédit à la FIA, qui est aujourd'hui une réalité, la carte d'assurance que je souhaite vivement que tout le monde ait cette carte-là, parce que ça aide beaucoup. Donc que ces femmes-là puissent s'enregistrer et avoir leur carte d'accès, carte d'assurance maladie. Et également les projets, il y a beaucoup de projets que je ne veux pas énumérer ici, mais d'ici 2025, là, en tout cas, vous allez constater beaucoup d'avancées, beaucoup de choses qui sont en attente pour les femmes qui viennent. Beaucoup de Béninois redoutent d'un conflit d'attribution entre vous et les membres du gouvernement. C'est vrai que vous êtes ministre conseiller aux affaires sociales et du travail du président de la République. Vous avez fait une rencontre élargie avec les membres du gouvernement. Est-ce que effectivement il n'y a pas de risque de conflit d'attribution? On a le sentiment que c'est un gouvernement bis qui a été mis en place par le président de la République. Comment comptez-vous vous éloigner de cette perception populaire? Bon, moi, je n'ai pas perçu ça comme ça, parce que les attributions sont claires au niveau des ministres conseillers. Nous sommes plus sur le terrain pour vulgariser, comme je l'ai dit, les actions que les ministres sectoriels ont pu faire au niveau des différents... Quand je prends le ministère des Affaires sociales, les filets sociaux, tout ce que je viens de citer, c'est le ministère qui, avec les services techniques, ont fait beaucoup d'efforts qui sont faits par ma grande sœur, Madame Tony Fodé, Véronique. Elle a fait beaucoup de choses qui sont faites. Moi, mon rôle, c'est de pouvoir vulgariser, partager davantage au sein de la population, parce qu'il y a beaucoup de choses où les gens ne sont pas informés. Donc moi, je ne vois pas un conflit. Moi, je ne suis pas au cabinet. Nous sommes logés à la présidence de l'autre côté. Voilà, donc on travaille en synergie, en symbiose, parce que le résultat final, c'est la mission commune que nous avons, c'est de pouvoir informer, intensifier l'information, la communication et
mettre la population béninoise... Donc en fait, vous êtes des propagandistes, c'est ça? Vous êtes là non, pour faire la propagande? Non, pas propagandiste. Parce que la propagande, oui. on peut mentir. Donc vous... Non, oui. non. Ici, c'est des actions concrètes. Donc c'est pas la même chose. D'accord. Vous faites une différence entre ce que vous devez faire et la propagande, c'est ça? Oui, clairement. Bien sûr. Parce que non, c'est pas pour aller mentir. C'est pas pour aller dire demain, on vient vous déposer 1000 tonnes de riz ou 1000 tonnes d'huile. Non, c'est pas ça. C'est des actions concrètes qui ont été faites et qui soulagent nos populations. D'accord. Voilà. Mariam Djaouga Saka, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que vous venez d'arriver, donc on vous ménage un peu, le temps de vous permettre de vous installer confortablement. C'est sûr qu'on aura certainement d'autres occasions pour mieux comprendre votre action sur le terrain, votre cahier de charges et évaluer avec vous les impacts que vous aurez sur le terrain. Je vous laisse maintenant le soin de mettre un terme à notre entretien. Déjà, on a fini? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc... Ce n'est que le début, en fait. Donc, je n'ai pas trop voulu vous titiller. J'ai cherché, les téléspectateurs ont cherché à mieux comprendre, d'abord mieux vous connaître, et ensuite mieux comprendre la perception que vous avez de votre mission. En tout cas, merci, cher ami, pour ces échanges. Je reste disponible pour toute sollicitation si vous avez besoin de moi, je reste disponible. Alors, ce que je pense, notre pays a besoin d'aller plus vite et plus loin vers sa marche, dans sa marche vers le développement, et tant souhaité par tous. C'est vrai qu'il y a encore des défis à relever, et je souhaite que le moi, qu'on laisse le moi pour aller vers le nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez relancer le débat? Non, je ne relance pas le débat. C'est juste pour dire que nous devons travailler à une large adhésion aux réformes. Parce que ce que nous recherchons, c'est le développement du Bénin. Tous les Béninois veulent voir le pays avancer. Alors, donc, il ne faudrait pas que le moi, c'est-à-dire tant que les actions ne sont pas personnelles, c'est que rien n'est fait. C'est ça, Donc vous nous appelez à l'intérêt général. À l'intérêt général, oui. Donc à une adhésion générale des réformes. Allons ensemble, partageons la fierté du chemin retrouvé. D'accord. Merci beaucoup. Madame Mariam Djaouga Saka, je rappelle que vous êtes ministre conseiller aux affaires sociales et du travail. C'est et du travail et au travail. Parce que certains arrivent à dire ministre conseiller aux affaires sociales et au travail. Non, et du travail. Et du travail. Oui. Voilà. Vous êtes de l'Union progressiste, le Renouveau, où nous venez de Niki. Et vous êtes donc la suppléante de la députée Gimba Tony Nire Fatouma. Vous avez été nommé au Conseil des ministres le 11 décembre dernier. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous essayons de faire le tour des ministres conseillers pour discuter avec eux justement sur la perception de leur mission. Il y a quelques jours, nous étions avec Madame Fiavi Claudine Prudencio, ministre conseiller à la santé. Aujourd'hui, c'est le tour de Madame Mariam Djaouga Saka, à qui le prochain tour, en tout cas, on essaiera de voir dans la mesure de nos possibilités les opportunités que nous offriront les différents ministres conseillers. Merci pour votre aimable attention. C'était l'entretien du dimanche. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine pour un autre numéro de cette émission, l'entretien du dimanche. Pour le moment, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Meilleurs vœux pour l'année 2025. Passez un bon dimanche chez vous en famille.